Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Comme vous pouvez le voir, cette info s'est délocalisée au sein même de l'institution à cet effet. Et pour cette édition spéciale, je suis accompagnée de deux consultants. À ma droite, monsieur Jean-Claude Assy, chef du service du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques au sein même de l'Assemblée nationale, et de monsieur Landry Cuyot, politologue. Merci d'être nos consultants ce jour, messieurs. Bonjour. Près d'un mois après la clôture de la session ordinaire de 2024, le 31 décembre pour être plus précise, l'hémicycle rouvre ses portes à plus de 250 députés. Alors comment vous vous sentez aujourd'hui, messieurs? Alors je dirais que pour une rentrée solennelle, j'en ai vécu d'autres pour être un ancien de la maison. Donc ce n'est pas nouveau, mais chaque rentrée parlementaire a une singularité et c'est peut-être cette singularité qui va être mise en avant au cours donc, de cette cérémonie qui va se dérouler dans quelques instants. Et vous, monsieur Cuyot? Alors, je peux dire en tant que citoyen ayant le droit de citer que lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, cette 1960, elle fait le choix d'être une république. Mais qu'est-ce qu'une république? Une république, c'est un mode d'organisation d'un État dans lequel le pouvoir de son entièreté n'est pas tenu que par une seule personne. Il est réparti en différentes institutions, lesquelles sont animées par des personnes désignées par des citoyens. Et au titre du pouvoir d'État, il y a le pouvoir législatif. C'est lui qui a pour mission de pouvoir procéder à l'examen et à l'adoption des lois, de pouvoir aussi procéder au contrôle de l'action gouvernementale, mais à l'évaluation des politiques publiques. Il est le garant de l'état de droit. Il est le garant pour les citoyens que je suis d'avoir un regard profond sur l'action du pouvoir exécutif qui, si puissant, a nécessairement besoin d'être mitigé dans son action publique. Et donc, chaque fois qu'il y a une rentrée solennelle, pour nous, ça nous rassure. C'est une réaffirmation de ce que nous sommes en tant que République, mais de ce que nous sommes en tant qu'État de droit. Que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, fonctionne bien et est en bonne santé. Alors, quelles sont donc vos attentes pour aujourd'hui? Alors, nos attentes sont que, par rapport au calendrier des travaux parlementaires, les différents projets de loi soient traités dans leur entièreté. C'est vrai que c'est l'ouverture de la session ordinaire, mais il y aura forcément une session extraordinaire. Et au cours de cette session ordinaire, il y aura donc une série de séances qui vont pouvoir contenir de véritables travaux d'échange. Donc, bien sûr, l'adoption des lois, mais aussi le procédé d'information que vont recueillir les députés auprès du pouvoir exécutif afin de s'assurer que les actions et les politiques mises en place participent réellement à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens. Monsieur Assy, je me tourne vers vous parce qu'on entend des sonorités assez locales qui résonnent dans la salle des pas perdus où nous nous trouvons actuellement. Pourquoi une telle solennité pour une ouverture de travaux parlementaires? Alors, je voulais d'entrée dire qu'une rentrée parlementaire, c'est toujours un événement mobilisatrice de l'opinion publique. Mobilisatrice pour justement lancer un nouveau cycle législatif qui va durer jusqu'à fin juin. Et donc, ça sera l'occasion justement pour le président de présenter les grandes lignes de l'action, des grandes priorités du gouvernement pour l'année 2025. Et donc, les sonorités qu'on entend justement font partie de ce que cette mobilisation de l'opinion tient compte de nos valeurs culturelles, tient compte de nos valeurs démocratiques, comme il a dit, parce que la cérémonie en elle-même, c'est un événement purement protocolaire. Ouais. Mais l'élément qui va faire la distinction, c'est le contenu du discours du président à cette occasion. Je pourrais ajouter que, si vous remarquez, c'est qu'il n'y aura pas que les officiels ivoiriens. Oui. Le rayonnement de notre pays, la place qu'il occupe en Afrique et à travers le monde, fait que nous avons convié. Et bien heureusement, les personnes conviées à travers le monde ont accepté d'être là. Oui. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire est compte. Les décisions qui seront prises au sein de l'hémicycle auront un impact, certes, pour les Ivoiriens, mais aussi pour la sous-région et pour l'Afrique elle-même. Voici pourquoi est-ce que ce caractère solennel est souligné et montré à nos invités que voici la Côte d'Ivoire dans son expression culturelle qui participe de ce que cet hémicycle-là soit constitué. Alors, messieurs, dans quelques instants, le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, fera son entrée. Une entrée qui se fera sous les honneurs militaires. Alors, j'aimerais comprendre, et je pense que les téléspectateurs aussi, de quoi il s'agit.
Alors, je crois que Landry l'a expliqué un peu tout à l'heure en disant que dans un État organisé comme le nôtre, une république, il y a un certain nombre de personnalités qui sont détenteurs d'une partie du pouvoir de l'État. Oui. Et à ces personnalités-là, à certaines occasions, les honneurs militaires leur sont rendus en tenant compte de leur rang protocolaire dans l'État et en tenant compte aussi du rôle spécifique qu'ils ont à jouer dans le pays. Et donc, pour un président d'Assemblée nationale, institution parlementaire qui détient le pouvoir législatif avec le Sénat, c'est tout à fait normal qu'au cours de cette solennité-là, que son arrivée soit saluée par des détachements des corps de l'armée et sous la musique militaire pour s'incliner devant donc le drapeau national pour dire que ce qui va se passer ici n'est pas en dehors de l'État, mais elle fait bien partie des principes même que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné. Très bien. Très bien. On est, depuis la nouvelle constitution de 2016, de retour dans un calendrier parlementaire à 2 sessions. Quelle différence aujourd'hui on ressent? Alors, je veux dire que pendant de nombreuses années, de 1960 jusqu'en 2016, Ouais. l'Assemblée nationale, qui était la seule chambre du Parlement, se réunissait en 2 sessions. 2 sessions. C'est à partir de 2016, lorsqu'il y a eu le changement de la Constitution, que nous sommes passés donc à une session unique. Mais à l'expérience, nous sommes rendus compte que la plupart du temps, le calendrier parlementaire n'était pas en conformité, en adéquation avec le calendrier du gouvernement, par exemple. Oui. Et donc, il a fallu revoir pour pouvoir justement faire en sorte que les députés travaillent pendant que le gouvernement travaille et que les députés partent en vacances pendant que le gouvernement est également en vacances. Pour éviter qu'il y ait une certaine, je dirais peut-être dichotomie entre les différents calendriers, puisque les 2 institutions travaillent pour l'intérêt des populations. Donc, il n'y a pas de raison qu'au moment où les parlementaires se réunissent, il n'y ait pas de membres du gouvernement qui puissent venir répondre à une sollicitation pour participer à un débat parlementaire. Donc, c'était surtout ça qui a fait qu'en 2023, les députés, dans leur majorité, ont accepté de revenir donc à une organisation du travail parlementaire en 2 sessions. Permettez-moi d'insister, mais vous qui faites quasiment partie des murs, si je peux m'exprimer ainsi, vous voyez une différence dans le traitement de l'avancement des lois? Oui, l'avancement des lois n'est pas tant lié au calendrier parlementaire, il est surtout lié à la composition plurielle du Parlement. Si vous avez un Parlement qui est dominé par un groupe politique, oui, évidemment, la plupart des décisions seront dans ce sens-là. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, avec la composition, la configuration politique que nous avons non seulement le parti au pouvoir, mais nous avons 2 groupes majeurs de l'opposition. Le PPACI qui a un groupe parlementaire et le PDCI-RDA qui a également un groupe parlementaire. Donc ces 2 obédiences qui se réclament de l'opposition viennent pour participer, enrichir, débattre pour qu'on ait des lois qui sortent et que ces lois-là reflètent le plus possible l'opinion de tous les Ivoiriens. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Est-ce que cela augure de la qualité de la loi qui est votée? Oui, nécessairement, puisque si l'expression plurielle est prise en compte, il n'y a pas de loi qui va sortir et qui n'ait pas pris en compte l'opinion de toutes les couches de la population ivoirienne. Tout à fait. Alors, Monsieur Cuyo, on a soulevé un point important qui vous parle particulièrement, c'est la représentation de la démocratie à travers justement les différents groupes parlementaires. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez, c'est un petit peu provocateur ce que je vais dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la coloration de l'Assemblée nationale? Vous savez, on aurait voulu qu'on ait une coloration du type de l'arc-en-ciel où il y a une répartition proportionnelle. Mais attention, ce sont les populations, c'est le peuple qui s'exprime. Oui. Et l'Assemblée nationale n'est que la projection de l'assentiment, de l'adhésion des populations à une offre politique. Pourquoi je le dis? Parce que l'élection des députés à l'Assemblée nationale est carrément dans la continuité de l'élection du président de la République. Et donc, c'est un moyen pour les populations ayant porté leur choix sur un homme porteur d'une offre politique de légitimer celui-ci et lui donner une assise parlementaire en vue de la mise en œuvre de son offre politique. Par voie de conséquence, il ne faudrait pas s'offusquer. Si on a donc une composition avec une partie fortement dominante,
C'est juste que le peuple, à un moment donné de son histoire, porte une adhésion entière sur une offre politique en particulier. Alors, cette entrée en matière, vous le concéderez, est quelque peu particulière puisque 2025, on le sait, c'est une année électorale avec les présidentielles, mais aussi les législatives. Alors, comment ces échéances électorales peuvent-elles influencer, impacter l'année parlementaire? Ah oui, évidemment. Et là, les regards sont tournés vers M. L'année électorale va avoir forcément un impact sur les activités parlementaires, sur le calendrier parlementaire, parce que n'oublions pas une chose, et Landry l'a souligné, les députés sont avant tout des hommes politiques et des hommes de terrain qui doivent avoir un lien avec leurs électeurs, avec les populations. Et donc, pendant cette année où le débat va se faire en direction des populations, les députés seront le plus souvent engagés dans leur région pour préparer les élections à venir. Et donc, ça va forcément avoir un impact. Mais le calendrier parlementaire va être justement organisé en fonction, et tout à l'heure peut-être que le président va le souligner, en fonction des priorités du gouvernement qui vont être déposées. Le calendrier n'est pas rigide. Le calendrier va être organisé en tenant compte de la mobilité des parlementaires. Mais une chose est certaine, elle n'entachera en rien à la qualité du travail parlementaire. Ce que je voudrais ajouter, c'est que lorsque l'on organise, en termes de régime des sessions parlementaires, nous en avons deux. Oui. La première session commence aujourd'hui, donc le 3e lundi du mois de janvier, et se termine en juin, fin juin. La seconde session commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre, et se termine au dernier jour ouvrable de décembre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'organisation du calendrier parlementaire, il y aura le temps pour les députés hommes politiques d'aller sur le terrain, battre campagne pour l'élection du président de la République. Mais le président de la République tient à ce que la République fonctionne. Et l'élection du président ne doit en rien empêcher le bon fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est qu'une étape dans la vie d'une nation, en vue de pouvoir renouveler une instance. Mais pour le reste, les Ivoiriens attendent que ce qui doit être fait en vue d'assurer leur quotidien doit être fait. Et le président de la République y attache du prix. Alors c'est bien vrai, Monsieur Clio, il y a aussi les législatives qui vont se dérouler en même temps. Donc on est en droit de se poser la question, qui va assurer la maintenance, qui va tenir les murs? Non, mais comme je dis, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Le calendrier va être adopté. Normalement, après cette séance d'ouverture, il y a une plénière pour adopter le calendrier de travail en fonction des projets et propositions de loi qui sont déjà sur la table du bureau de l'Assemblée. Et donc, le calendrier va être établi de sorte que les députés puissent, au moment voulu, aller dans leur circonscription. Donc, ça n'entachera en rien le fonctionnement de l'institution parlementaire. Les deux sessions vont se faire. D'ailleurs, la deuxième session, c'est une session budgétaire. Et donc, forcément, les députés reviendront après l'élection du président de la République pour adopter le budget de 2026. Et donc, ça va continuer. Il n'y a pas un break, il n'y a pas d'arrêt de l'institution en tant que telle. Peut-être que vous craignez le vide constitutionnel, mais la Constitution règle cela. Oui. Alors, le député en fonction reste en exercice jusqu'à ce qu'il y ait un renouvellement. Donc, ils peuvent aller en campagne sans problème. L'Assemblée nationale, elle demeure, elle continue de fonctionner. Il n'y a pas de vide constitutionnel. Alors, pour ceux qui nous rejoignent en route, nous sommes actuellement au sein même de l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la première session ordinaire de 2025, une ouverture solennelle qui se fait en musique et aussi avec des invités. Alors, en ce moment, nous attendons l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, mais je suis en compagnie de nos deux consultants, M. Landry Cluo et M. Jean-Claude Dacier. M. Jean-Claude Dacier, vous avez évoqué un point qui me semble névralgique, c'est le budget. Vous avez parlé d'argent. Donc j'ai envie de vous dire que les députés se sont quittés le 31 décembre 2024, lors de la dernière session de l'année, sur le vote de la loi de finances 2025. Un budget qui est en hausse de 3,6%. Je vous laisse vous rappeler le montant, pardon. Alors le budget, c'est 15 399 milliards. C'est vraiment un record par rapport donc au budget passé. Mais ce budget-là prend en compte l'ensemble des politiques publiques qui sont prévues par l'État pour l'année 2025. Donc, ça va financer l'agriculture, les infrastructures, ce qui a été déjà fait, la santé, la couverture maladie universelle, l'éducation. Et donc, c'est des projets qui étaient en cours qui vont se poursuivre pour l'année 2025.
Et donc c'est important que les Ivoiriens le sachent, que leurs impôts sont utilisés pour pouvoir pour fournir un certain nombre de services publics qui soient adaptés à leurs besoins. Je crois que ça, c'est ce que les députés ont adopté. Et les sénateurs également ont emboîté le pas, le président de la République l'a promulgué. Le budget 2025 est en vigueur depuis le premier jour ouvrable de l'année 2025. Donc depuis le 2 janvier 2025, le budget est exécutoire dans toutes les administrations publiques. Voilà, donc les mobilisations de ressources vont se faire. L'année électorale ne va rien entraver en tout cas. À rajouter dessus, M. Puyo? Selon l'article 93 de la Constitution, il est dit clairement que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, vote la loi et consent au budget. Pourquoi cette précision? Parce que la loi de finances est une loi. Mais c'est parce que la question budgétaire est essentielle. C'est parce qu'on a des ressources que l'on collecte, que l'on mobilise et que l'on affecte à des actions précises que l'État peut fonctionner. Mais la loi de finances, elle est votée, adoptée selon la loi organique qui détermine les conditions et modalités particulières. Et à cet effet, nos députés, en travaillant sur le projet de loi de finances, ont apporté leur contribution. Des équivoques ont été levés parce qu'on avait besoin de compréhension. Et vous vous rendez compte que les Ivoiriens eux-mêmes s'intéressent davantage à la gestion des ressources de l'État. Comment est-ce qu'on les mobilise? À quoi sont-ils affectés? Tout cela participe de quoi? De la bonne santé, de la bonne gestion, de la bonne gouvernance de l'État. Mais un budget en lui-même, dans sa présentation, est l'expression de la puissance de l'État. Un budget de 15 000 milliards, qui est un record, qui cumule le budget de moins 2 pays de la sous-région, prouve combien de fois la Côte d'Ivoire a gagné en résilience et se positionne comme un pays leader et qui nous permet de pouvoir montrer nos ambitions, de pouvoir consolider notre place de leadership et d'aller bien loin. Parce que nous voulons proposer aux Ivoiriens et au reste du monde un pays attractif, un pays moderne, structuré, permettant donc aux uns aux autres de pouvoir vaquer à leurs occupations, mais aussi de pouvoir participer à la création de la richesse. Je pourrais acquiescer, M. Assis. Non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. De consentir l'impôt pour un parlementaire, c'est vraiment un travail essentiel. C'est pour ça que la Constitution l'a sorti dans les missions des parlementaires. Et donc, s'ils ne jouent pas ce rôle pleinement, ils ne méritent même pas le nom de parlementaire, entre guillemets. Donc, le budget de l'État, la loi de finances, est dans la vie parlementaire une étape cruciale. Parce qu'il s'agit de donner les moyens au gouvernement pour travailler pendant toute une année. Et donc, si cette loi de finances est mal ficelée, le député doit pouvoir le relever au nom du peuple, justement, pour pouvoir apporter les corrections nécessaires. Mais la loi de finances aussi crée souvent de nouveaux impôts. Et donc, j'ai vu que depuis que l'année fiscale a été adoptée, les experts comptables, en fait, toute la société regarde, scrute de près les nouvelles dispositions qui ont été mises pour ne pas pénaliser peut-être les entreprises, mais l'État n'a pas vocation à pénaliser les entreprises, par exemple. Elle a plutôt vocation à aider les entreprises à continuer à travailler, à créer des emplois et à fournir des services aux populations. Donc je crois que c'est tout ça qui fait partie du rôle du député. Tout à fait. Parce qu'en réalité, si la loi de finances permet de doter l'État qui dispose du pouvoir des moyens afin de pouvoir l'exercer, donc d'expresser la puissance publique, elle est aussi l'expression du justice sociale. Parce qu'il va falloir que tout le monde, selon le principe d'équité, puisse contribuer de manière significative à fournir à l'État ce dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Il dit bien de manière équitable. Donc cette question de justice sociale-là, elle organise bien sûr les finances publiques, mais aussi cette loi de finances-là qui met chacun à contribution pour ce qui est nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous demander de me permettre de situer les téléspectateurs parce qu'on nous voit un petit peu regarder vers la droite. En effet, les plus de 250 députés sont en train de s'installer, mais pas seulement. Cette rentrée, comme on l'a dit, est solennelle. On a des membres du corps diplomatique qui sont actuellement en train de nous passer à côté de nous. Il y aura aussi la chefferie traditionnelle, les membres du gouvernement aussi, les directeurs d'institutions. Tout à l'heure, vous avez parlé notamment de la bonne gouvernance. Monsieur Epiphane Zorobi-Balo sera là, le directeur de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Alors, j'ai envie de vous dire, messieurs, toutes ces personnalités-là, réunir toutes ces personnalités-là pour une rentrée,
parlementaire, parce que c'est ce qui est. Oui. Pourquoi? Mais je l'ai dit, quand je parlais de la symbolique même de la rentrée, j'ai dit que c'est un événement qui vise à mobiliser l'opinion publique. Et donc, mobiliser, c'est déjà de mobiliser les corps constitués. Donc, le corps diplomatique, l'armée, le gouvernement, la société civile, la Chambre des rois. En fait, c'est toutes les composantes de la société ivoirienne qui vont se retrouver là, à la tribune de l'Assemblée nationale, pour écouter le discours d'orientation du président de l'Assemblée nationale. Voilà un peu cette symbolique-là. Et donc, c'est normal que cette cérémonie-là ne se fasse pas à huis clos. Landry a dit tantôt que les populations ivoiriennes ont tendance à croire que le Parlement, avec ses différentes chambres, travaille en vase clos. Je vais dire ça comme ça, en vase clos. Mais depuis à l'élection du président Adama Barrow à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il a énoncé un plan stratégique pour l'Assemblée. À l'intérieur de ce plan figure un axe très important qui concerne le Parlement ouvert. Faire en sorte que les activités parlementaires soient relayées auprès des populations à travers des canaux de diffusion, soit propres à l'Assemblée nationale ou en utilisant les canaux qui existent. D'ailleurs, cette ouverture avec cette info, c'est la première fois que votre chaîne vient pour couvrir un événement comme ça en direct. Donc ça fait partie de cette mobilisation de l'opinion, de toucher toutes les couches de la société pour dire votre Parlement, les députés que vous avez choisis et qui sont en fonction, continuent de travailler pour vous. Et donc, il faut que vous suivez ce qu'ils font, parce que c'est dans l'intérêt de la population qu'ils sont là. Voilà ce que je pourrais dire comme symbolique. D'un point de vue au-delà même de la symbolique, c'est qu'en République, il y a la séparation des pouvoirs. Oui. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et partout dans les grandes démocraties, il y a une montée en puissance du pouvoir législatif. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'équilibre de pouvoir, c'est celui-là même qui permet de mettre à équité et à égalité le souverain et les populations qui sont les détenteurs originels du pouvoir politique. Et donc, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a un tel intérêt sur la rentrée parlementaire, c'est qu'il confère un caractère beaucoup plus important sur la solennité, c'est parce qu'en réalité, même si nous sommes dans un pouvoir, une structure présidentielle, il y a que l'Assemblée nationale et le Sénat gagnent en importance au regard de la qualité et de l'importance des sujets qui y sont traités et qui touchent au quotidien des Ivoiriens, qui se rendent compte que ce n'est pas le président de la République qui décide de tout et qu'eux peuvent influencer les politiques publiques, même faire réviser les programmes de gouvernement si au niveau de l'Assemblée nationale, ils pèsent suffisamment. Alors, comme je le disais, c'est un véritable défilé de personnalité. On a remarqué depuis quelques temps un véritable ballet de diplomatie parlementaire. D'ailleurs, aujourd'hui, nous accueillons 6 délégations venues de la sous-région et même du continent. C'est des visites qui sont également rendues réciproques par le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Barrow, qui s'est rendu notamment au Congo, voir son homologue Vital Kamerhe qui était là lors de la dernière session, mais aussi à Genève pour la conférence interparlementaire, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, pourquoi cette montée en puissance de la diplomatie parlementaire ivoirienne? C'est vrai qu'on est champion, hein. On doit être aussi champion en diplomatie parlementaire. Oui. Je vois le ministre, monsieur Adama-Kone, bonjour. Merci. Alors, la diplomatie parlementaire, vous l'avez sorti le vocable, Landry l'avait souligné tantôt, c'est une diplomatie qui met en jeu les parlements, qui se retrouvent à l'intérieur de certaines organisations interparlementaires, notamment l'Union interparlementaire que vous avez souligné, mais également il y a d'autres assemblées parlementaires, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le comité interparlementaire de l'UEMOA, le Parlement de la CEDEAO, mais il y a aussi l'Union parlementaire africaine. Alors, il n'y a pas que ça seulement, il y a aussi tout un ensemble d'autres organisations dans lesquelles les parlements jouent des rôles. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de pouvoir traiter les thématiques qui sont soumises aux gouvernants.
dans un premier temps, sur les questions liées à la lutte contre le terrorisme, sur la radicalisation, sur les questions liées au changement climatique. Ce sont des sujets qui ne sont pas simplement des sujets nationaux, qui sont des sujets assez transversaux, qui sont des sujets internationaux et sur lesquels les parlementaires doivent pouvoir se prononcer pour pouvoir aussi donner les moyens à leur gouvernement d'agir. Et donc, cette diplomatie-là permet justement de travailler sur ces questions. Un autre élément, c'est que la diplomatie parlementaire vient en complément de la diplomatie d'État qui est menée par les ministères des Affaires étrangères et tout le reste. Et donc, quand vous voyez le président de l'Assemblée nationale se déplacer récemment au Ghana, à l'élection du président de l'Assemblée nationale du Ghana, et lui, il lui rend aussi la courtoisie en venant à cette rentrée parlementaire, cela aussi participe à souligner non seulement les bonnes relations qui existent entre les peuples, mais également entre les institutions, comme pouvoir aussi échanger les bonnes pratiques en matière parlementaire. Parce qu'un parlement qui travaille en vase clos va être enfermé dans ses procédures, mais il faut s'ouvrir aux autres pour voir qu'est-ce qui est fait ailleurs qui est bénéfique et qu'on pourrait aussi intégrer dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Et c'est un peu tout le sens de cette diplomatie parlementaire. Avant de vous laisser intervenir, M. Cuyo, parce que je vois que vous voulez réagir à ce que M. Asli a dit, suivez en direct à travers le médaillon l'arrivée des personnalités parlementaires dont on parlait juste à l'instant, ainsi que l'hémicycle qui se remplit petit à petit. Nous ne sommes qu'à quelques minutes de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour cette année 2025. Nous recevons, je le disais, 6 délégations, à commencer par celle de Djibril Barou, premier vice-président du Parlement de la CEDEAO, mais aussi les présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Malik Ndiaye du Togo, Louis Béounou Vlavonou du Bénin, à travers Kodjo Sevon Tepe Adedze, ainsi que le président du Parlement du Ghana, Alban Barbin, et le président du Sénat nigérian, M. Godswill Akpabio. Alors, M. Cuyo, vous voulez réagir? Oui, pour dire que nous sommes en démocratie, mais la démocratie représentative. Et elle trouve son plus beau rayonnement, son plus beau tableau, sa plus belle expression au sein du pouvoir législatif. Parce que là, selon les circonscriptions électorales, des Ivoiriens désignent ceux des leurs qui partagent leur opinion et qui devront les faire entendre à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, M. Assi rappelait que nos États entretiennent des relations par des canaux diplomatiques. Et la diplomatie se trouve être en 2 mouvements, lesquels ne sont pas opposés. On a un premier mouvement qui est celui de la diplomatie d'État, qui est assuré par le ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère de souveraineté, et la diplomatie parlementaire qui, elle, se veut être la diplomatie des peuples, parce que portée par les représentants des peuples-là. Donc de pouvoir porter aussi à l'attention des dirigeants, des gouvernants, des membres de gouvernement, que certes vous allez dans ce sens-là, mais vos peuples, entre-temps, au regard des différentes transformations que connaît notre monde, souhaiteraient que nous puissions emprunter tel ou tel autre chemin qui peuvent apporter des éléments d'amélioration dans la conduite des affaires de nos États respectifs. Alors, au-delà de cette présence solennelle, de cette diplomatie parlementaire, et je vois le regard de M. Cuyo tourné vers Mme Remarque, Madame la ministre de la Culture qui vient de faire son entrée, qui va s'installer dans l'hémicycle. Je reprends donc la question. Au-delà de cette présence solennelle, alors c'est vrai, il y a le Parlement de la CEDEAO, mais est-ce que, avec ce renforcement de la diplomatie parlementaire, on n'assiste pas à une véritable la création d'une véritable unité interparlementaire africaine, outre les instances qui sont déjà en place? Oui. En fait, au niveau africain, comme j'ai dit, même de la sous-région, on a déjà le comité interparlementaire de l'UEMOA qui regroupe l'ensemble des parlements qui sont dans l'UEMOA. Il y a celui de la CEDEAO, mais au niveau africain, on a aussi l'Union parlementaire africaine qui représente l'ensemble des 54 pays d'Afrique. Alors, l'élément, comme Landry le soulignait, c'est la diplomatie parlementaire. C'est la diplomatie des peuples.
Parce qu'elle va souvent même plus loin que la diplomatie d'État. Oui. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'Union interparlementaire, qui est un peu comme les Nations Unies des parlements, la Côte d'Ivoire n'entretient pas forcément des relations d'État avec certains pays qui sont membres de l'UIP. Mais dans le cadre des activités de l'UIP, lorsque le président de l'Assemblée nationale se déplace à Genève ou ailleurs, il a la possibilité de rencontrer ses homologues qui sont de ces pays-là. Et dans les discussions, peut naître des pistes de collaboration ou de coopération avec notre pays. Et donc ça participe donc au rayonnement de notre pays à l'international. Et pour dire que, par exemple, il y a quelques années, avant que la compagnie Emirates ne desserve la Côte d'Ivoire, c'est parti d'une mission des parlementaires ivoiriens à Dubaï. Et donc, ils ont créé à l'époque une association qui s'appelait l'Association des parlementaires ivoiriens amis des États du Golfe. Et c'est dans le cadre de discussions que des pistes vous disent qu'il faut que nous entretenons des relations entre nous. En ce moment, la Côte d'Ivoire n'avait même pas d'ambassade dans ces pays-là. Et donc, finalement, la Côte d'Ivoire a ouvert une ambassade. Emirates a commencé à desservir la Côte d'Ivoire sans faire de publicité. Mais c'était... Non, mais c'était juste pour souligner un peu cette contribution que les parlements ont dans le développement des relations diplomatiques. Donc ça ne vient pas en contradiction de la diplomatie d'État, mais ça vient en complément et quelquefois ça va même plus loin. Parce qu'il est même arrivé que des présidents d'Assemblée nationale soient désignés comme médiateurs dans des conflits qui se passent au niveau de l'Afrique ou même à l'international. Et donc finalement, cette diplomatie est devenue une activité importante pour chaque président d'institution parlementaire. Et donc, que vous soyez ici, que vous soyez au Sénat, vous allez voir que chaque chambre essaie au maximum d'appartenir à une organisation interparlementaire à l'extérieur pour pouvoir justement faire prévaloir la voix de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. La diplomatie parlementaire, qui est composée, comme je le disais, de 6 membres, si je ne me trompe pas, et là ce sera une première dans l'histoire, je m'adresse à vous, je parle sous votre autorité, hein, oui. Vont parler tour à tour au pupitre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discours prononcés par les présidents des parlements invités? C'est un petit peu une question piège, mais est-ce qu'ils ne reflètent pas des enjeux spécifiques? Je pense notamment au Sénégal. On a vu les dernières actualités qui sont passées au Sénégal, au Togo, au Bénin, puis plus récemment, les élections au Ghana. Mais voilà, comme je le soulignais tantôt, lorsque le président de l'Assemblée nationale invite ses homologues d'autres pays à une rentrée solennelle, c'est justement pour pouvoir souligner la bonne santé de la coopération entre notre pays et le leur. Et donc, en venant à la tribune, chaque président va souligner certainement l'état des relations que d'autres pays entretiennent avec la Côte d'Ivoire, qu'elles soient sur le plan politique, économique, social. Mais en même temps, ça va permettre aussi aux Ivoiriens de comprendre l'actualité politique dans leur pays. Si vous vous souvenez, lorsque celui de RDC, Vital Kamerhe, est arrivé, il n'a pas manqué de parler du conflit qui existait entre son pays et le Rwanda, par exemple. Et donc, quelquefois, c'est un discours qui permet de mobiliser les parlementaires ivoiriens à s'intéresser à une préoccupation, à une situation dans leur pays pour laquelle ils souhaiteraient peut-être que leurs homologues puissent s'en saisir et adopter peut-être une résolution pour soutenir telle ou telle position dans leur pays. Voilà un peu ce qui va être fait, quoi. Mais je ne peux pas présager du contenu exact du discours de chacun, mais globalement, ça va être certainement de chercher à mobiliser l'opinion des parlementaires ivoiriens sur des situations qu'ils vivent ou bien qui sont des situations communes à nos États ou qui sont propres à leur État, mais qui ont besoin d'avoir du soutien des voisins pour pouvoir justement s'intéresser à la question et puis aller vers une résolution ensemble. Voilà. Monsieur Kyo. Oui, mais vous savez, l'Afrique connaît des mutations notables, notamment au niveau de la CEDEAO, de la zone ouest africaine, Oui. où il y a des tensions, où il y a des pays qui se sont constitués en confédération en vue de créer un bloc qu'on appelle l'AES. Ces tensions n'échappent à personne et suscitent des préoccupations, des interrogations auprès des populations. Au-delà
de pouvoir exécutif des gouvernements qui entretiennent et qui mènent les actions de change et autres, la diplomatie parlementaire peut aider énormément à pouvoir apaiser, normaliser les relations, puisque c'est de député à député, de sénateur à sénateur, qui sont porteurs de la voix de leur population, que les gens vont pouvoir s'entretenir et pouvoir faire ressortir la réalité des relations qui ne sont pas forcément celles que l'on peut traduire dans des discours, dans des déclarations. En cela, la diplomatie parlementaire est d'une utilité fondamentale qu'il va falloir utiliser davantage, surtout dans le cadre ouest-africain, où nous sommes dans une situation d'incertitude et où les tensions sont de nature à altérer la qualité des relations entre États. Pour ma part, il faut féliciter le président Damabik Togo qui, dans la continuité de ses prédécesseurs, mène une diplomatie parlementaire active, pertinente et prospectiviste, permettant donc à l'État de Côte d'Ivoire de gagner en influence à travers le monde. Alors, petit léger rappel pour nos téléspectateurs, nous attendons 6 délégations de présidents de Parlement, à commencer par celle du Parlement de la CEDEAO qui est représentée par Djibril Barou, le premier vice-président de la dite institution, mais aussi les présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Malik Ndiaye, du Togo, Louis Béounou Vlavonou, du Bénin avec Kodjo Sebon-Tepe Adedze, le président du Parlement du Ghana, Alban Gbagba, et le président du Sénat nigérian, M. Godswill Akpabio. Alors, au-delà de la diplomatie parlementaire, des membres du gouvernement sont également présents. Lors de la dernière session, on a d'ailleurs eu une petite interlude par M. Kamere, qui n'arrivait pas à prononcer le nom de Gilbert Kafana-Kone, qui sera là aujourd'hui, le représentant du président de la République, qui avait marqué sa présence. Comme je l'ai dit, il y aura les chefs et guides religieux, des membres de la diplomatie et aussi des membres d'autorité, je dirais, accolés à l'État comme la haute autorité pour la bonne gouvernance. Alors, on note également la présence de Mme Kandia Kanisoko Kamara, la présidente du Sénat. Qu'est-ce que cela traduit des relations interinstitutionnelles? C'est constitutionnel. Si vous prenez notre constitution ivoirienne, vous vous rendez compte que certes, il y a la séparation des pouvoirs, mais il y a eu un dialogue. Je préfère utiliser le terme. Il y a un dialogue entre les différentes institutions, en ce sens où les lois, en forme de projet ou de proposition, emportent le concours du pouvoir exécutif. Pour preuve, le plus en termes de volume, ce sont les projets de loi qui sont soumis à l'appréciation des parlementaires, n'est-ce pas, afin de pouvoir les examiner. Mais dans ce courant, il s'agit pour les parlementaires d'inviter les membres du gouvernement à justifier les motivations portant cette loi et le contenu. Mais il y a aussi la possibilité, dans le cadre du contrôle des politiques publiques, de les avoir au sein de l'hémicycle afin de pouvoir les interroger sur des questions particulières. Et la présence de Mme Kandia Kamara, présidente du Sénat, elle a tout son sens parce qu'aujourd'hui, le pouvoir législatif, il est constitué de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat qui travaillent de concert. Oui, sur la question, je dirais que ce n'est pas simplement une présence juste protocolaire. Est-ce que c'est le but de la question? Est-ce que c'est une obligation légale pour la présidente du Sénat de venir assister à cette rentrée solennelle? Alors, cela participe de ce qu'ils appellent les bonnes relations entre institutions. C'est vrai qu'il y a le principe de la séparation des pouvoirs, mais cette séparation des pouvoirs n'est pas un mur étanche. Oui. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les pouvoirs. D'ailleurs, Landry l'a souligné, les projets de loi viennent du président de la République, ce sont ces membres du gouvernement qui viennent les défendre. Et pour la présidence du Sénat, ce sont les 2 chambres du Parlement qui se retrouvent et qui travaillent de concert, qui ont un mécanisme de collaboration, qui est la navette parlementaire. Mais même en dehors de la navette, il y a un certain nombre d'activités que les 2 chambres font en commun. Et donc, du coup, la présence de Mme Kandia se justifie pleinement par le fait qu'elle est un pan du pouvoir législatif. Elle est dans une autre chambre qui, avec l'Assemblée nationale, examine ensemble les lois pour que les Ivoiriens aient des bonnes lois. C'est ça qu'il faut souligner. Et puis les autres présidents d'institutions qui sont là, comme j'ai dit, ce n'est pas juste protocolaire. Parce que dans tous les cas, il y a beaucoup de ces institutions qui doivent présenter leur rapport
une fois dans l'année devant les parlementaires. Le Parlement, c'est un organe de contrôle de l'action gouvernementale, mais en même temps, c'est aussi un organe de régulation entre les différents pouvoirs. Et donc, normalement, lorsque l'Assemblée se réunit et qu'il y a un discours d'orientation sur son activité qui va être présenté, il faut que l'ensemble de ces institutions soient présentes pour pouvoir justement, pour que nul n'en ignore. On va dire ça comme ça. J'aimerais insister, messieurs, sur la présence de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Est-ce qu'actuellement, comment elle est associée au processus législatif? Alors, moi, je vais prendre juste un exemple d'un projet de loi qui avait mobilisé l'ensemble des chefs traditionnels. C'était la loi sur le foncier rural en 1998. Le projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale et les députés d'alors avaient estimé que le sujet était d'une importance telle qu'ils ne pouvaient pas se réunir à huis clos. Il fallait donc envoyer des missions dans toutes les régions pour voir, par rapport aux us et coutumes des différentes régions, quels sont les éléments sur la transmission, par exemple, de l'héritage sur la terre, quels sont les éléments sur la gestion de la terre. Et donc, c'est au vu de tout ça, au sorti de tout ça, que les députés ont adopté la loi sur le foncier rural. Et donc, la Chambre a été créée lors de le changement de constitution en 2016, parce que la Chambre existait mais n'était pas inscrite dans la Constitution. Et on l'a rendue institution de la République de Côte d'Ivoire, justement parce qu'on pense que les tenants du pouvoir traditionnel ont un rôle à jouer dans la prise des lois qui concernent les Ivoiriens. C'est justement là où je voulais en venir. C'est vrai que vous l'avez évoqué, vous l'avez rappelé, il y a la séparation des pouvoirs. Mais dans notre pays, dans nos us et coutumes, de manière historique, je vais vous rapprocher de moi, est-ce que je parle tout doucement? De manière historique, on a toujours tendance à consulter nos anciens pour quelques décisions que ce soit, même la plus simpliste. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de les impliquer pleinement dans le processus législatif et même dans le processus exécutif? Et c'est ce qui s'est fait déjà. Vous savez... Ça s'est fait, mais est-ce que ça se fait régulièrement? Non, bien sûr. Écoutez, l'institutionnalisation et la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels est la manifestation de la vision du chef de l'État de pouvoir mettre à contribution les garants de nos valeurs traditionnelles de coutumières dans l'éclairage et la formation de l'offre politique nationale. Et ça, c'est important de le souligner. Et il n'y a pas que les questions foncières. Et même si on doit pouvoir les évoquer, elles sont très liées à la question de la cohésion nationale. Car beaucoup de conflits se sont déroulés dans notre pays pour des questions d'ordre foncier. Or, nos chefs et rois sont au cœur des règlements de ces problèmes-là. Et au-delà des lois, il y a le contrôle des politiques publiques. Certaines politiques publiques ont pour finalité de consolider la cohésion sociale et nationale. On ne peut donc pas ne pas impliquer cette institution et ses membres dont le regard que ceux-ci doivent pouvoir porter sur ces différentes politiques publiques-là. C'est en cela que nous pouvons affirmer que de plus en plus et de mieux en mieux, ces chefs-là, porteurs de notre tradition, participent à la gouvernance de notre pays en lui donnant une spécificité particulière. Alors justement, en ayant recours à ces garants de la tradition, pour vous paraphraser, est-ce que ce n'est pas là le moyen aussi d'assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des politiques publiques? Ah ben oui, je vais forcément faire référence à votre métier. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc, pour emboîter le pas à Landry, je dirais que l'existence même de la Chambre des rois est un outil puissant pour le travail parlementaire. Je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. La première, c'est ce que vous avez dit. Dans l'évaluation des politiques publiques, ce sont des acteurs importants à consulter. Oui. Parce que la finalité de la politique publique, c'est d'apporter des changements et des changements positifs dans la vie des populations. Oui. Donc il faut aller vers ces acteurs-là pour voir qu'est-ce que les politiques publiques ont pu apporter à leur vie. Mais l'autre élément,
c'est que dans les procédures parlementaires, les députés, lorsqu'ils se réunissent pour adopter des lois ou même sur des séances de contrôle de l'action gouvernementale, leur règlement leur permet justement d'aller entendre tout sachant, ou d'inviter tout sachant pour être auditionné sur une question donnée. Et donc, si on ne peut pas inviter tous les Ivoiriens individuellement, mais si ces Ivoiriens sont organisés dans des chambres, dans des organisations de la société civile, alors ça facilite le travail du député qui a des interlocuteurs bien précis pour pouvoir accomplir ses tâches. Donc, et si les gens avaient des inquiétudes quant à la contribution, la qualité de la contribution de nos rois et chefs traditionnels au débat intellectuel, dans le cadre du travail parlementaire, il faut les rassurer. Car ces institutions se renouvellent année après année. Oui. Le roi d'aujourd'hui, là, sont des anciens sous-préfets, des anciens diplomates, des anciens au cadre de l'administration. Ce sont des personnes qui sont instruites, qui ont une expérience de la gestion de l'administration publique et de l'État à un tel niveau qu'ils ont une très bonne compréhension des enjeux nationaux qui se jouent et surtout du rôle qu'ils doivent pouvoir jouer afin de rentrer pleinement dans l'ordre de gouvernance de notre pays, la vision du président de la République. Alors messieurs, nous allons marquer une interruption. On se retrouve au début de l'ouverture de la session parlementaire. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat très enrichissant. On se retrouve sous peu. Merci. Merci à vous.